bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous avons invité un clown, non je plaisante, ce soir ce sont les 2 ans des rencontres d'endroit où aller et pour cet événement nous avons tenu, Frédéric et moi-même, à avoir parmi nous Jérôme Attal, donc bonsoir Jérôme. Bonsoir, j'ai cru que tu disais nous avons une tenue spéciale, non c'est nous avons tenu à. Oui, la première fois que tu es venu c'était le 27 avril 2020, c'était la 6e rencontre. Ça ok. ne me pas. Voilà, je sors les dossiers déjà. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, donc nous, on est très contents de t'avoir. On va faire un parcours d'auteur ou parcours d'artiste, parce que peut-être... Parce que ce sont les 2 ans, non, on m'a dit. Oui, les 2 ans. C'était le 17 avril, c'était dimanche, et on a décalé. Tu vas chanter? Non, Wow. Oh, c'est beau. Et alors là, il se passe un truc extraordinaire. Je souffle et ça s'éteint. Ouais. C'est pour vous montrer qu'en fait, le Attends, on va voir. Faut que vous... Alors, pardon, mais il faut que vous souffliez en même temps. Attends. Voilà, on souffle en même temps. Alors, attendez. Je vais mettre le... Alors, racontez un peu vos 2 ans, là. C'est quand même fabuleux, cette histoire. Parce que moi, je me souviens que Frédéric m'avait appelé au tout début du confinement pour me dire, mais Jérôme, il faut qu'on fasse un truc. Et moi, j'étais tellement écroulé parce que je venais sortir Alcy, tu vois, et ce livre-là. Et 3 jours après, les librairies fermaient. Donc, c'est la première fois de ma vie avec ce premier confinement où j'étais vraiment down, quoi. Et donc, j'ai pas été probant quand Frédéric m'a appelé, mais après, elle s'est dit, bon, Jérôme, il n'est pas probant, je vais appeler Nathalie, ça va être 1000 fois mieux. SMS à 22h. Et elle a eu bien raison. Comme quoi, il faut toujours lire les SMS de 22h15. Oui, mais en revanche, regarde. On y va? Pour me faire pardonner, on y va. J'ai apporté ça. Alors, vous soufflez ou pas? Attention. On y va? Allez. Attention. Ouais. Je m'écarte. 1, 2, 3. Ouais, presque synchro. C'est fabuleux. La magie. Alors, Jérôme. Merci pour le gâteau. Plaisir. Je sais que tu es gourmand. Oui, comment ça, on le sait. Garéné, boulonné. Mais il y a quand même 2 villes qui comptent beaucoup pour toi dans ta vie. Il y a Paris et il y a Londres. Et justement, je voudrais qu'on se connecte avec Londres. Mais avant ça, il y a quand même 2 librairies partenaires ce soir. Il y a la librairie Doucet au Mans, qu'on n'oublie pas, avec Marie. J'adore, Marie-Adélaïde, elle est super. Et la librairie La Page à Londres, avec Isabelle Le Marchand. Et je voudrais justement que Isabelle se connecte, parce que Isabelle est là en direct de Londres pour toi. On a une petite surprise, on ne pouvait pas. Donc je te Bonjour présente. Isabelle. Bonjour Jérôme. J'ai mis exprès ma jolie tasse. J'ai vu. C'est du meilleur goût et tout à fait à propos. Ouais. Donc Isabelle va te parler de Londres, mais avant, Jérôme, je crois que tu n'es jamais allé signer chez Isabelle à La Page. Mais non. Il faut absolument que Robert Laffont organise une signature. Mais vraiment. Voilà, que vous passiez du virtuel au réel, mais de toute façon, on n'est pas virtuel, on est quand même en digital, en numérique. Mais ça non, j'allais dédicacer chez un couple qui avait une petite librairie qui était à Bute Street. Exactement. À South Kensington. Yeah. Et on m'a dit récemment que le monsieur était décédé. Oui. C'est vrai, tu confirmes, Isabelle? Je confirme. Oui, bien sûr. Oh là là. Ok, mais c'est bien pris. Robert, il s'appelait. Oui, exactement. Mais je suis sûre que Laure serait ravie de venir si tu viens à la librairie. Ah oui. Ah, mais ça a été. Ils m'ont accueilli plusieurs fois. C'est David Fonkinos, en fait, qui m'avait branché avec eux. Ouais. Et j'y suis allé 2-3 fois, je crois. C'était vraiment super. Mais moi, je suis amoureux de Londres. Mais bien sûr, c'est de ça qu'on va parler. Très bien. Mais bon, ceci est une invitation à venir. Mais c'est trop sympa. Bientôt, avec plaisir. Organisons ça. Ok, ça marche. Mais c'est aussi de Londres dont je voulais qu'on parle ce soir parce que c'est quand même le lieu. Enfin, là, on est en plein à l'époque où les jonquilles éclosent dans tous les parcs de Londres. Et c'est quand même un peu le lieu, le paysage, enfin le background de beaucoup de tes romans. Est-ce que, la question que je voulais savoir, c'est quelle est la raison particulière? Qu'est-ce qui te lie à cette ville? Qu'est-ce qui fait que ce décor revient finalement comme un personnage presque à part entière dans tes romans? Je sais pas, c'est très compliqué à expliquer. Moi, c'est l'endroit, c'est le lieu. Londres et puis l'Angleterre, c'est vraiment. Moi, je suis très anglophile et je suis très. J'aime tout. J'aime Emma Bridgewater. J'aime.
J'aime Roald Dahl. Quand je déprime, je vais sur Instagram voir les petits cottages anglais. Ah oui. Et j'adore Green Park, j'adore les jonquilles, j'adore à Londres spécifiquement ce mélange de classicisme et de modernité dans l'architecture, les grands parcs, Hyde Park, Green Park, St. James Park. Enfin, j'adore toute cette configuration. J'adore les Beatles, j'adore tout en moi me ramène à Londres. Et depuis une dizaine d'années, alors j'adore y aller au moment de Noël parce que c'est tellement beau, c'est Harry Potter, quoi, c'est Harry Potter. Mais depuis une dizaine d'années, je trouve à Londres ce que je ne trouve plus à Paris, c'est-à-dire une élégance. Pourtant j'étais vraiment parisien dans l'âme, mais je trouve qu'il y a une énergie, qu'il y a une élégance, qu'il y a une beauté. Et puis j'aime les choses mignonnes aussi. Je trouve qu'à Londres, tout est mignon. Je peux rester une année entière chez Fortnum & Mason ou chez Liberty voilà. Enfin, donc voilà, je suis très anglophile. J'aime beaucoup cette ville. Et puis j'avais très envie en fait, j'essaye d'alterner. Je fais un roman à Londres, un roman à Paris. Oui. Et les jonquilles de Green Park, j'étais vraiment. En fait, pour les jonquilles de Green Park, je l'ai écrit juste après les attentats du Bataclan. Ouais. Et à Paris, moi, évidemment, comme plusieurs personnes, comme beaucoup de Français, énormément de Français, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. J'avais besoin comme je passe mes émotions par l'écrit, j'avais besoin de trouver un territoire où écrire les émotions que j'avais de cet événement qui me semblait surnaturel et à la fois terrible. Et je me suis dit, mais en fait, en 40, les enfants, les collégiens, les lycéens, avec toutes les bombes qui pleuvaient, le lendemain, ils pouvaient aller à l'école et le petit garçon ou la petite fille qui était leur copine ou leur copain sur le pupitre à côté, ils n'étaient plus là parce que la maison avait explosé dans la nuit. Donc, je me suis lancé dans ce truc-là et puis voilà, mais voilà, j'adore la culture anglaise, j'adore la ville de Londres et voilà. Et après, donc, avec Chateaubriand, je suis revenu avec La petite sonneuse de cloche, où je voulais revenir à Londres après mon livre qui était à Paris, à Montparnasse, sur Giacometti et Sartre. Ouais. Et je me disais, il faut que je trouve quelqu'un qui a vécu à Londres, un Français, pour allier cette sensibilité. Et puis là, j'ai vu que Chateaubriand avait écrit un petit texte sur Londres, où il raconte qu'il se laisse enfermer dans l'abbaye de Westminster et qu'il est en plein trip, un peu à la Stéphane Bern, avec tous les tombeaux des rois et des reines. Et que tout d'un coup, il y a une petite sonneuse de cloche qui le délivre parce qu'elle a les clés de l'édifice, et il entend le tintement d'un baiser, il sort de l'abbaye, et il dit « Nous ne parlâmes pas du baiser ». J'étais comme un ouf, je me suis dit ouais, « Nous ne parlâmes pas du baiser », mais j'écrivais un roman là-dessus, quoi. Et tout de suite, j'ai galopé, je me suis dit « Ah, si ça se trouve, ils ont eu une aventure ». Et en ce moment, dans les rues de Londres, il y a une petite descendante de Chateaubriand qui a échappé à tous les radars. Et voilà, je suis parti comme un fou à écrire ce livre. Et voilà, mais j'adore le territoire de Londres. J'adore. Vous allez y chercher le fil. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, et puis voilà, j'ai acheté une théière là chez Bills à Londres. C'est le magazine de l'objet. Bah oui, là j'ai encore acheté une théière l'autre jour chez Smith & Son. Okay. J'arrête. Hein. Voilà. Parfait. Okay, heureusement, parfois, dans tout ça, il y a quand même un poisson qui passe. Est-ce que tu achètes du thé? Parce que bon, c'est bien d'avoir des théières, oui. Bon, mais du thé anglais. Oui, bien sûr. Alors oui, sauf qu'il y a un thé que j'adore, qui est un thé chinois qui s'appelle le pu'er, qui est voilà, que je consomme beaucoup depuis toujours. Mais sinon, je suis un grand consommateur de thé. Oui. Et alors, je deviens un peu anglais quand même, parce que depuis 3-4 ans, je commence à apprécier le lait dans le thé. C'est vous dire que quand même vraiment là je suis ça c'est un signe assez fort. C'est vraiment un signe. C'est qu'on commence à basculer vraiment de l'autre côté de la Manche. Ouais. Mais après j'aurais adoré vivre à Londres, mais la ville est tellement chère et étant écrivain malheureusement je ne peux pas. Et aussi je crois qu'avec le Brexit. C'est mieux l'Irlande étant écrivain. Hein. Ouais, et avec le Brexit ça devient un peu compliqué. C'est moins simple. Ouais, c'est moins simple. Mais je propose qu'on ne parte pas sur le Brexit ici. Ouais.
Ok. J'ai peur que ça vous laisse plus de place pour en parler. Mais Ouais. on évoquera le sujet avec plaisir quand vous venez à Londres. Avec plaisir. Mais juste je garde un tout petit peu la parole pour parler de l'Angleterre, parce que ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans votre œuvre, alors je sais que vous avez une vie qui n'est pas du tout uniquement une vie d'écrivain, et peut-être que vous en parlerez plus tard, mais vous avez un lien avec les Beatles que je trouve qui est un peu lié à l'Angleterre et sans doute à Londres, enfin plutôt Liverpool, mais votre histoire avec les Beatles, qu'est-ce que c'est? Comment vous êtes tombé dedans? En fait, moi quand j'étais adolescent, j'habitais dans les Yvelines. Et quand on a 12-13 ans, quand on est, en fait, je suis né à Neuilly-sur-Seine, mais mes parents ont pensé, comme beaucoup de familles un peu parisiennes ou banlieusardes, que quand les enfants ont 5-6 ans, c'est mieux de les emmener un peu plus loin pour qu'ils puissent jouer dans la forêt et puissent s'aérer un petit peu. Donc on est arrivé dans les Yvelines. Et on était peut-être à 40 minutes de Paris, 50 minutes. Donc quand on est enfant, c'est chouette parce qu'on joue dans la forêt. Et quand on commence à être adolescent, ça devient très ennuyeux. Donc il y a deux solutions. Il y a soit la guitare, soit la musique, ou soit la mobilette. Et comme j'étais un enfant sage et un fils unique aussi, pour rassurer mes parents, je préférais la guitare que la mobilette. Sinon, ça aurait donné des sueurs froides à ma maman. Et parallèlement à ça, j'avais une tante en Belgique parce que ma maman est belge et une partie de ma famille est belge. J'avais une tante en Belgique qui tenait à ce moment-là un petit magasin de musique à Bruxelles et qui m'a offert les compilations rouges et bleues des Beatles quand je devais avoir 11-12 ans. Et j'ai découvert un truc, j'ai découvert le paradis, quoi. Je suis entré un paradis mélancolique, c'est-à-dire que entre Penny Lane, Strawberry Fields Forever, l'énergie des premières chansons, la totale solitude des dernières chansons, je suis tombé dans un univers, mais un peu comme si j'étais adolescent aujourd'hui et si si j'ouvrais Game of Thrones pour la première fois. Enfin, avec les Beatles, je découvrais un univers incroyable et très vite. Un des premiers livres que j'ai eu, c'est ça, qui est une espèce de songbook avec toutes les partitions des Beatles, avec la médaille en or là. Et très vite, voilà, je suis devenu dingue des Beatles. Et en fait, ce que je dis dans mon livre, là, aux éditions Le Mot et le Reste, c'est qu'en fait, je pense qu'un écrivain n'a pas assez de cette vie pour écrire sur les Beatles, sur tout ce qu'ils peuvent inspirer, à la fois ensemble et séparément, parce que chacun aussi a une personnalité, une trajectoire assez incroyable. Et j'adore, il y a plein de choses qui me ramènent aux Beatles. Je trouve je trouve que c'est très très riche. C'est à la fois des chansons incroyables et à la fois des thématiques. Et là, au mot et le reste, je vais sortir un livre en septembre qui est sur l'histoire d'amour. Oui, je vais revenir à Londres avec ce livre, qui est sur l'histoire d'amour entre Pattie Boyd, George Harrison et Eric Clapton. Ce Love Triangle. Et voilà. Et donc, tout me fascine, en fait. C'est et donc, dans ce livre, je parle aussi de chevalerie, parce que pour moi, c'est des chevaliers aussi. Et alors, je disais ça à Francis Cabrel l'autre jour. Et je le marque dans le livre, ça, j'aurais écrit dans le livre. Je dis à Francis, mais c'est incroyable parce que Francis Cabrel, il est en occitan et il est dingue de toute la culture occitane. Et je lui dis, mais c'est dingue, là je suis en train d'écrire un livre sur Clapton et Harrison et Pattie Boyd, ils sont tous les deux amoureux de la même femme, et les chansons qu'ils écrivent, c'est vraiment des chansons, les paroles, c'est vraiment la même chose que les troubadours, que les chansons des troubadours, c'est quasiment pareil. Et Francis, il me dit, mais oui, mais c'est normal, c'est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, quand elle protège les troubadours, et quand elle est reine d'Angleterre, elle part en Angleterre avec les troubadours. Et là, je suis comme un dingue. Je me dis, mais Francis, c'est dingue ce que tu me racontes. C'est-à-dire que les Beatles, c'est les descendants des troubadours occitans, quoi. Et là, ça y est. Le lien est fait. Au même moment, Le Mot et le Reste m'appelle, me dit, on a envie de faire un livre avec toi. Est-ce que tu veux pas faire un livre sur Johnny? Alors, je fais, bon, non, mais par contre, j'ai une idée, là. J'ai un truc trop bien avec les Beatles et tout. Et ils m'ont dit, OK, vas-y. Et là, voilà. Et je suis comme un ouf et ça sort en septembre. Génial. Bon, ouais. Très bonne occasion pour qu'en septembre prochain, trop bien. On se retrouve à Londres. Super. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Un plaisir, Isabelle.
Jérôme, à très bientôt. Ouais. Merci. Pour ceux qui veulent entendre Jérôme parler des Beatles, vous avez le replay, puisque c'était la première fois où Jérôme est venu. Il est venu parler de ce livre. C'était Nicolas Houguet qui l'avait interrogé à ce Et là, point. exactement, qui m'avait Donc, très le bien replay est interrogé. disponible. Et là, c'est la première fois où je parle de mon nouveau livre, hein, qui va sortir en septembre. Quel scoop. Mais on a toujours un scoop dans les rencontres. C'est ça qui est Oui. bien. Les auteurs se sentent tellement en confiance qu'ils font toujours des petites confidences. Alors, tu m'as dit aussi un scoop, une framboise. Alors, Jérôme Attal, c'est quand même 14 romans, 3 récits, 5 ou 6 titres jeunesse. C'est 5, 6, on va dire 6. Allez. Ouais, 6. Ouais, c'est 4 Il y en a scénarios, d'autres en prévision, là. Ouais. 2 albums. C'est plus Oui. de 400. Il y en a aussi un autre en prévision. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir Jérôme en concert parce que nous, on est Ah, mais oui, c'est vrai. des amis. Il y a longtemps, hein. Ouais, et j'ai envie de dire que c'est comme dans la chanson de Pierre Guimard, qui est un de nos amis communs. Les beaux souvenirs ne meurent jamais. Les beaux souvenirs de ma... Tu avais écrit l'album de Pierre Guimard en 2006 complètement, et je crois de mémoire que tu es même dans le clip de Stéphanie. Les souvenirs ne meurent jamais. Non, je suis dans le clip de Stéphanie, la chanson dans l'album d'avant. Ah ouais. Non, voilà. Donc, avec Nicolas Hulman, on est dans une laverie tous les deux. Un artiste complet, Jérôme. Jérôme, il a reçu le Grand Prix de la SACEM en catégorie créateur. Donc, parce qu'il y a aussi, je vais le sortir tout de suite maintenant, il y a ça. Tu sais, moi j'avais acheté l'album de Johnny pour que tu aies les crédits reversés, parce que Jérôme a écrit une chanson. Dans le dernier album, merci, parce que tu sais que les auteurs, c'est ceux qui sont le moins servis. Hein, et oui, mais je m'en fiche, moi j'achète les livres, j'achète les CD. Et donc il y a une chanson qui est la numéro 8, qui s'appelle L'Amérique de William. Et moi je voudrais savoir comment on est choisi. Est-ce que tu avais proposé toi des textes au staff de Johnny, ou alors c'est Yodelis qui a choisi, c'est Johnny qui a choisi? Non, en fait, on est en France, hein, c'est pas parce que tu fais des choses qu'on t'appelle le lendemain pour que tu en fasses d'autres. Hein. Non. Faut se calmer. Non, c'est des projets, c'est des concours, comme des concours d'architectes, hein, sauf que tu fais ça dans le vide. On te dit voilà, Johnny Hallyday ou machin bidule chouette cherche des chansons et et tu envoies ce que tu peux et ils reçoivent 300, 400 chansons. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des textes parce que Maxime Nucci, Yodelis allait faire toutes les musiques. Donc, ils cherchaient des textes. Donc, ils ont demandé, et tout le monde a envoyé ses textes. Et évidemment, il faut trouver une idée dans ces cas-là qui tranche un peu. C'est ça toute l'astuce. Et donc, justement, je me suis dit, ils vont recevoir 10 milliards de textes sur Johnny, la solitude, des trucs qui ont déjà été faits et qui peuvent être bien aussi, hein, mais qui vont peut-être pas sortir du lot. Donc, j'ai fait un peu un truc... de kamikaze, j'ai fait une chanson sur William Eggleston, qui est un photographe que pas grand monde ne connaît en France. Et en plus, j'ai mis le mot Eggleston dans la chanson, dans le refrain. Donc, c'était vraiment un truc un peu de kamikaze. Et puis finalement, la chanson, le texte tranchait tellement par rapport à tous les textes reçus que Maxime l'a sélectionné. Et puis Johnny connaissait pas Eggleston et Maxime lui a montré les photos et Johnny Hallyday a fait ah mais c'est génial, ça me rappelle tellement mon road trip aux États-Unis que j'ai fait, voilà, et donc il a voulu absolument la chanter, c'était super. Alors la question qui tue et que tout le monde se pose, est-ce qu'on gagne mieux sa vie en ayant fait une chanson pour Johnny ou en étant auteur? Ou en étant, pardon, quoi? Auteur, en écrivant des livres. Ah, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Hein. Non, mais. Oui, non, mais. C'est réglé, voilà, comme ça. Le mythe est cassé. Non. C'est une photo de William Eggleston, ça. Oh, ok, great. Non, c'est loin d'être une plaisanterie. Hein. C'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre. En fait, aujourd'hui, il faut dire qu'on gagne plus d'argent en faisant des chansons, ce qui permet aussi de pouvoir choisir ce qu'on fait. Hein. Mais c'est bien de le dire parce qu'on a toujours l'impression que le moi, les gens, ils artistes gagnent plein de sous. C'est bien de le dire, voilà. Non, et puis alors, moi j'en ai gagné un peu pour Johnny Hallyday parce que c'était l'album posthume et que c'est un album qui s'est vendu à 1,7 million, un truc comme ça. Mais c'est une fois dans ma vie. Enfin, parce qu'aujourd'hui, des albums qui se vendent à 1 million, c'est vraiment très rare. Et en plus, alors sur une chanson
qu'on écoute sur Spotify ou sur Deezer ou sur Amazon Music ou sur iTunes Music, Apple Music, je gagne vraiment 0,0000067 centimes. Donc, c'est assez dramatique. Et sur le disque de Johnny, donc j'ai fait un texte, il y a 10 chansons. À votre avis, combien je gagne par disque? Le disque coûte 15 euros. Ah, je sais pas. J'ai fait un texte, il y a 10 chansons, le disque coûte 15 euros. Tu sais, nous, les chiffres, Bah oui. Nous sommes des fans de lettres. Mais c'est bien. Je sais bien. Mais une petite idée comme ça, une petite. Pas 1 euro, même pas 1 euro, j'imagine. Non, 1 euro? Non, 1 euro, 1 million, non, j'aimerais bien. Ah ouais, moi, je sais pas, allez, moins. 0, toi, tu as dit combien sur les plateformes numériques? 0,00. Ça doit être la même chose, non, j'imagine? À peu près. Un peu plus. Un poil plus. Un peu plus. Ouais. 0,5. Ah non, j'adorerais aussi. Hein. Ah ouais, même pas. Ouais. Non, 0,02, je crois. Hein. Un truc comme ça, tu vois. Okay. Donc, non, l'auteur en France, il y a vraiment un problème. Moi, si j'étais plus. Là, je vais me représenter à la SACEM dans les commissions quand même, parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus, parce que je trouve que c'est pas très juste. Mais voilà. Enfin bon, après, moi, je suis un poète, donc j'ai pas de. Et je fuis les chiffres, donc j'ai pas l'ardeur pour porter des combats, malheureusement, parce que je préfère créer, je suis tout le temps dans la création. On peut la noter, celle-là. J'ai pas l'ardeur pour porter des combats. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et Johnny n'est plus là, mais ça aurait été bien. Hein, ça aurait été bien. Mais non, mais c'est pareil que sur les romans, enfin, vous savez bien, toutes les deux, c'est quand même. Et puis moi, je suis vraiment dans les romans, je suis un peu dans la middle class, c'est-à-dire que je suis pas dans les plus connus, je suis pas dans les moins connus non plus. Donc, je suis vraiment comme dans cette société où la middle class reste très fragile et a tendance finalement à disparaître. Donc, je trouve ça assez compliqué en ce moment pour continuer à avoir une démarche d'œuvre artistique et d'en vivre décemment et de sortir la tête de l'eau et de continuer à faire des projets. Après, moi, je me plains difficilement parce que j'ai la chance qu'on me demande toujours, on me sollicite toujours pour de nouveaux livres ou des projets, que ce soit en adulte ou en jeunesse. Mais c'est vrai que je n'ai pas de succès pour le moment qui me permettent de souffler un peu ou de sortir la tête de l'eau. Voilà. Mais je suis heureux je suis bien dans ma middle class, hein, ça va. Mais parfois, je me dis quand même qu'avec toute l'ardeur et l'énergie que je donne, ce serait pas mal que le statut des auteurs, alors pour des gens comme moi, et j'en connais beaucoup comme moi, qui donnent beaucoup à cet écosystème, qu'on soit quand même un peu plus aidé, plus récompensé, et que la valeur de ce qu'on fait soit un peu plus soutenue. Mais après, c'est la phrase d'Oscar Wilde. Hein, je crois que dans notre société, c'est le cynisme, on connaît le prix de tout et la valeur de rien. Donc, et malheureusement, ça touche aussi le monde artistique. Est-ce que, par exemple, pour toi, bien s'il n'y a pas de pont entre ce que tu es en train de dire, mais quand même, on garde une part d'enfance quand on se remet à écrire en oubliant toutes ces considérations parce qu'on est obligé de plonger dans l'inspiration et d'être dans une histoire qui nous éloigne de ces choses et de ne pas être en train de se dire voyons, qu'est-ce que je peux écrire qui fait vendre, parce que c'est pas ce que tu fais, je le sais, et ça se sent dans ce que tu écris. Non, mais je pense que je suis comme toi, c'est qu'on aimerait bien en vendre des camions, mais sauf qu'on ait fait des choses tellement viscérales qu'on ne saurait pas fabriquer les trucs, tu vois. Moi, j'adorerais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assez gros camions. Déjà, on a essayé, mais en fait, les camions sont trop petits. Oui. Non, mais moi, j'adorerais avoir un succès, un grand succès, avec quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, j'adorerais. Je trouve c'est un truc que je ne connais pas. Mais en même temps, je ne suis pas prisonnier d'un succès. Et donc, je peux toujours, le succès est toujours devant moi. Donc, je peux toujours continuer, essayer d'avoir un peu de succès. Mais oui, non, c'est très compliqué. Je trouve que c'est compliqué d'écrire parce qu'a priori,
c'est quelque chose dont toi, c'est viscéral pour toi, ce que tu sais faire le mieux, et en même temps, les autres n'en ont pas besoin. Tu vois, c'est pas comme non, ils en ont besoin, mais ils en ont pas besoin viscéralement comme toi, tu as besoin d'écrire. Enfin, je m'exprime mal, mais Non, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Parce qu'on oui, voit, par exemple, quand on est empêché de lire ou d'être libre à l'intérieur de la lecture, là, tout d'un coup, la lecture prend une importance et les gens vont même se battre pour pouvoir sauver des livres interdits ou aller... il faut voir dans les dictatures comment les livres circulent, c'est hallucinant. Donc, quand oui, on est libre, tu as on ne raison. se rend pas compte de ça. Oui, tu as raison. J'espère qu'on s'en rendra jamais compte, si vous voyez ce que je veux dire, Mm. parce qu'il y a quand même des partis dangereux qui enlèvent des livres des bibliothèques. Oui, tu as raison. Voilà. Oui, Donc, tu as raison. on a cette chance. Le livre est une des premières choses qu'on enlève en temps de On les dictature. brûle. Ouais, on les brûle. Ouais. Est-ce que Hubert Nissen disait écrire pour un adolescent, c'est écrire comme un adulte, un livre écrit pour un adulte, mais mieux écrit. Est-ce que quand tu écris pour les enfants ou les ados, tu adaptes un vocabulaire ou alors tu es vraiment dans ta part d'enfance et tu te laisses écrire? Oui, deuxième solution. L'enfant, c'est moi, comme dit Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Oui, non, moi je suis. En fait, c'est ce que je dis souvent, mais ce que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles, je dis que je ne vois pas de différence entre l'enfant que j'étais qui jouait avec ses Playmobil ou ses Lego. Elle va nous montrer son Playmobil. Un de mes Playmobil. Oui. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai des mots à la place, quoi. À la place de mes figurines, j'ai des mots. Mais c'est le même, c'est la même frénésie, le même appétit devant la page blanche. Moi, quand j'étais enfant, j'étais enfant unique et j'avais beaucoup de copains et de copines. Mais ce que je préférais, je crois, c'était rentrer chez moi. J'en ai fait une chanson d'ailleurs dans un album pour enfants, un album musique. Je préférais rentrer chez moi et puis recréer tout ce que j'avais vécu avec mes personnages. Et on n'est pas loin d'écrire. Enfin, c'est déjà de l'écriture. Moi, j'ai écrit sans écrire quand j'étais petit, en faisant ça. En recomposant, pardon, ou en revivant les choses, ou en les améliorant avec des figurines ou avec des personnages, des Lego, des Playmobil. Et effectivement, quand j'écris pour les enfants, alors moi j'ai de la chance d'écrire pour tous les âges en plus, parce que je suis fan de Roald Dahl, qui est là, tac. Et puis j'adore aussi tout ce qui est Sesame Street, tout ce qui est Jim Henson, qui est un de mes héros. Jim Henson, c'est le créateur des Muppets. Une très belle biographie. Et donc c'est pour les plus petits, ça, avec Ernest. C'est pour les plus petits. Et donc moi, mais c'est la même chose qu'un roman adulte où, par exemple, Les Jonquilles de Green Park. Voilà, c'est le même territoire. À un moment donné, je me jette dans une idée et dans un récit et dans un univers. Voilà. Tu avais même écrit des livres dont on était le héros, puisqu'il y avait Pagaille et Monstre. Ça, c'était génial. Pagaille et Monstre et Folie Furieuse, c'était chez Pocket et ils les ont jamais réédités alors que ça cartonnait dans les festivals du livre. Mais bon, ils m'ont expliqué qu'ils préféraient me suivre sur mes nouveaux plutôt que de rééditer les anciens. Mais peut-être si un jour j'ai un succès de dingue, ils rééditeront tout. Ouais. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne à la genèse. En fait, entre 1998 et 2006, tu as écrit un journal intime en ligne et c'est là que tu as rencontré ton premier éditeur et qu'après est sorti, attention, je vais vous montrer celui-là, il est collector. Il est rose. L'amour en lambeaux. L'amour en lambeaux. The Lover in Pieces. Voilà. C'était aux éditions Scali de l'ami Jérôme Millon. Ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré depuis ou pas? Non. Stéphane Million. Et vous avez la connaissance de Basile Green. Alors Stéphane, en fait, moi j'écrivais mon journal intime sur Internet et c'était avant les blogs et tout ça, donc il y avait très peu de choix et la francophonie adorait ça. J'avais des lecteurs québécois, et j'avais peut-être 2000 ou 3000 lecteurs par soir, tu vois, à l'époque, mais c'était vraiment avant les blogs et Stéphane écrivait aussi son journal et Stéphane me lisait et c'est comme ça qu'il a proposé qu'on se rencontre et qu'il m'a ensuite proposé de faire un livre.
Alors, ce qui a été un luxe génial pour moi, parce que je faisais des chansons et puis je commençais à jouer un peu. Et en fait, il est venu me chercher et grâce voilà, et grâce à lui, enfin, et grâce et pas grâce à lui, parce que maintenant j'ai pris ce luxe, grâce à lui, de ne pas solliciter. En plus, c'était pas dans mon tempérament et dans mon indication de demander, donc j'ai toujours eu cette chance. Et grâce à Stéphane, qu'on vienne me chercher et qu'on vienne me chercher pour des projets, c'est pareil. Juste après, Le mot et le reste est venu me chercher pour faire un projet. Voilà, j'ai ce luxe qu'on vienne me chercher et que j'ai pas trop à demander, ce qui m'arrange vraiment, parce que c'est quelque chose que je sais pas trop faire. Mais Stéphane a été très important pour ce début et cette entrée dans les romans. Parallèlement, il avait créé la revue Bordel chez Flammarion. Ouais. Et voilà, et dans la revue Bordel, il y a des tas de gens qui après ont écrit des romans. C'est toute une génération en 2003, 2004. Et là, dernièrement, est sorti, donc on va le montrer, c'est le dernier, il est sorti le 6 janvier pour une rentrée littéraire, L'âge des amours égoïstes. Donc là, on revient à Paris. Tu avais déjà fait une visite de Paris plutôt côté Montparnasse, mais là, on circule. On circule un peu plus. Ouais. Voilà. Et le héros s'appelle Nico. Est-ce que Nico, c'est ton double parfait ou imparfait? Non. Je crois qu'on a plein de différences, mais il est assez romantique comme moi. Vous avez un point commun quand même, c'est que vous faites les mêmes études. Et on a fait les mêmes études. On a fait les mêmes études. Il faut le dire, il a une maîtrise d'histoire de l'art quand même. Hein. Oui, il a une maîtrise d'histoire de l'art comme moi, et il s'est fait un peu dégager par son directeur de mémoire de l'art comme moi. Comme toi? Oui. En fait, oui, quand mon directeur de maîtrise m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je lui ai dit je veux être chanteur, je fais des chansons. Il me fait ok, bon, je vous donne votre mémoire, mais que je vous revois plus, quoi. Et c'est un peu ce qui arrive à mon personnage. En plus, lui, il a découvert un truc incroyable qui révolutionne l'histoire de l'art. Il a découvert que tout l'art de Francis Bacon était dans une toile de Gauguin qui s'appelle Le Jambon. Et donc, Le Jambon Bacon, et il trouve ça dingue. Et il se dit, mais personne n'en a parlé, personne n'en parle, comment ça se fait? Et donc, il est très enthousiaste, mon personnage, avec cette histoire. Et malheureusement, le système de l'éducation va être moins enthousiaste avec cette théorie. Et donc, évidemment, il va tomber amoureux, bien sûr. Oui, aussi. Oui, parce que moi, je suis très durassien. Moi, c'est Marguerite Duras, j'adore. Donc, il n'y a pas de roman sans histoire d'amour. En fait, même les histoires... Enfin, c'est même... le roman est une histoire d'amour. Il n'y a pas de choix possible. Ah oui, roman, romanesque. Donc, la question suivante, c'est l'éloge du baiser. Est-ce que tu t'es beaucoup entraîné? Oui, ça, c'est le... Alors, en fait, le petit éloge du baiser, non, mais alors, j'ai une copine... l'autre jour, qui m'a raconté qu'elle, pour s'entraîner, tu sais, elle embrassait dans le creux de son poignet. Vous avez fait ça, vous? Oui, c'est ce que font les bruiteurs, figure-toi. Oui, les bruiteurs font ça, ouais. C'est même un bizutage. C'est ce que m'a expliqué une jeune fille qui était en stage chez un bruiteur. Alors, raconte-nous ça. Et quand les gens s'embrassent à l'écran, tu es là, tu fais... Et tu embrasses ton bras. Et alors là, tout le monde te regarde et se marre. Il faut que tu continues à embrasser ton bras, etc. Et donc, c'est un exercice de bruiteur qu'il faut savoir bien faire pour imiter ce qui est en train de se passer à l'écran. Ok. Voilà, je viens de l'apprendre cette semaine, tu vois. Eh bien, écoute, moi, je ne savais pas, et tu me l'apprends aussi. Et donc, voilà. Et donc, c'est les Pérégrines, c'est l'édition Les Pérégrines. C'est pareil, encore une fois, elles sont venues me chercher. C'est Aude Chevrillon qui dirige cette maison d'édition. Et elles sont 4 filles. Et donc, moi, j'étais hyper flatté qu'elles viennent me chercher pour un petit éloge du baiser. Je me disais, bon, j'avais un peu une pression aussi. Je me disais, il va falloir que je sois à la hauteur. Et voilà, j'ai adoré écrire ce petit livre parce que j'adore, c'est comme mon livre sur les Beatles, c'est plein de petits chapitres comme ça qu'on peut grappiller. On n'est pas dans l'intensité du roman où on doit vraiment suivre page à page. Là, on peut vraiment aller où on veut dans le livre. C'est plein de petits textes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec les Beatles, mais avec le baiser. Et donc, il y a plein de souvenirs personnels avec les premiers baisers, avec cette idée aussi que les plus beaux baisers, c'est les baisers qu'on n'a pas donnés. Et je voulais écrire en fait la liste des filles que j'ai rêvé d'embrasser. Mais c'est impossible parce que déjà... elles sont trop nombreuses. Non. Non.
C'est Les Belles Passantes, c'est la chanson des Belles Oui, Passantes. j'adore cette chanson. Ouais. Ça ne lui ressemblerait pas, Jérôme, s'il faisait ce genre Ouais, de... merci. Merci, Non, puis ça te décrédibiliserait en plus. Pas du tout, non, mais c'est pas, non, elles sont pas trop nombreuses, mais en fait, il y a plusieurs raisons. C'est que quand quelqu'un révèle qu'il a envie de vous embrasser, que vous fassiez partie d'une liste, c'est moins sympa, quoi. C'est pas très sympa. Après, on va se dire, est-ce que je suis en haut ou en bas de la liste? Est-ce qu'il y a des trucs? Et puis après, il y avait Et puis je te raconte pas celles qui sont pas sur la liste aussi. Celles qui sont pas sur la liste. Et puis non, il y avait plein de problèmes. Tu as raison, il y a celles qui sont pas sur la liste. Et puis, il y a des prénoms qu'on reconnaît, quoi. Et puis, il y a des femmes mariées, tout ça. Le temps passe, évidemment. Donc, c'était impossible. Des femmes mariées? Mais non. Le temps passe. Le temps pour tout le monde, malheureusement. J'aimerais bien un coup de baguette magique. Pourtant, tu fais intemporel, Jérôme, c'est vrai. C'est intemporel. C'est vrai. Mais oui, le temps n'a pas d'emprise sur toi. Tu es mignonne. Tu as gardé ton temps quand même. On le voit dans certains livres. Le temps n'a pas d'emprise sur moi parce que je ne me nourris que d'hippopotames en chocolat, c'est pour ça. Moi, j'avais une question cruciale par rapport au dernier livre, donc L'âge des amours égoïstes. Est-ce que tu as un rapport particulier avec les mouches? Non. Je cherche, non. Pourquoi je te pose cette question? Non. Parce que quand même... Si, j'ai goûté un vin de Bourgogne, l'autre jour, s'appelle. Alors, je ne bois pas beaucoup de vin, non, c'est pas du thé, mais j'ai goûté le Clos des Mouches. C'était très bon. Non, parce que le GPS des mouches, c'est quand même important. Ah oui, je ne sais pas pourquoi il y a ça. C'est une petite blague. Parfois, j'aime bien faire des blagues dans les livres. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est ratée, cette blague, non? Je ne sais pas. Okay. Ça, pareil. Et après, tu apprends des mots. Tu nous apprends des mots. Bon, moi, je le connaissais. On va voir si tu le connais. Je vais te donner la définition. On va voir si Frédéric le connaît. Est-ce que tu sais comment on appelle les gens qui font des accumulations compulsives d'objets? Frédéric? Des maniaques. Mais, pas loin. Il doit y avoir un mot plus proche que ça et plus... des thésaurisateurs. Non. Ah, c'est beau. Non, c'est la silogomanie. Silogomanie. Ouais, c'est la silogomanie. Il nous apprend des choses. Oui, et je voulais vous montrer d'ailleurs cette histoire du jambon. Oui. Regardez. Mais est-ce que toi, tu es fan de Francis Bacon déjà? Qui, moi? Ouais. Ah ben j'adore, je suis dingue. Je voulais écrire un livre, je voulais écrire un roman sur Francis Bacon et Lucian Freud dans Londres, dans les années 60. Alors, je l'ai proposé, j'ai commencé un peu, et je l'ai envoyé au CNL pour avoir la bourse. Pour avoir la bourse de 12 000 euros. C'est le mieux, la mieux, c'est la 12 000 euros. Donc, j'ai demandé la 12 000 euros pour avoir une année tranquille, tu vois. Et alors, ils m'ont fait un commentaire dégueulasse sur mon travail. Mais en plus, ils ont fait des commentaires sur mes livres d'avant. C'est pas cool. Donc, c'était pas très sympa. Ils ont fait un commentaire sur mon livre d'avant que je leur avais envoyé et qui était pas très sympa. Et après ils ont dû se tromper parce qu'ils m'ont envoyé tous les commentaires de tous les gens qui avaient demandé des livres. Et les commentaires étaient vraiment pas très sympas. Et alors, je suis allé voir les têtes des gens qui avaient... Bah oui, parce que j'avais tout, l'organigramme. Donc, je suis allé voir les têtes des gens qui m'avaient critiqué de la sorte. Et effectivement, ils n'avaient pas l'air très sympas, quoi. Bon, bref. Et donc ça, c'est la toile. Pour ceux qui ne sauraient pas, le CNL, c'est le Centre national du livre qui accorde des bourses de temps en temps. Super. Alors, par contre, non, en dehors de ça, moi, je veux bien qu'ils m'aiment pas ou qu'ils me dégagent. Pas de problème. En dehors de ça, ils sont géniaux parce qu'ils font des trucs super, comme ils insistent ils permettent que les rencontres soient rémunérées dans les festivals du livre. Ils ont un soutien pour les livres jeunesse qui est génial. De temps en temps, ils sont super, c'est vrai. Oui, non, peu importe. Moi, je préfère qu'ils soient super avec tout notre écosystème du livre et qui me boule. Moi, tant pis, hein, je me débrouillerai sans eux. Mais ils sont, non, c'est essentiel, le CNL. Et puis le CNL n'est pas représenté par cette commission qui m'a dégagé. Bref. Donc voilà, donc ça c'est la toile de Gauguin qui s'appelle Le Jambon. Voyez, alors, cette toile, il l'a peint peu de temps après sa dispute avec Van Gogh. Vous vous souvenez de la dispute avec Van Gogh? Oui. La dispute avec Van Gogh, lui rêve de faire une communauté d'artistes. Il invite Gauguin chez lui pour peindre, et puis ça va très mal se passer, ils vont s'énerver tous les deux,
et Van Gogh, dépit et de fureur, va se couper une oreille, va se trancher une oreille, trancher un peu comme ce jambon qui est tranché. Et donc, mon personnage voit dans cette toile un portrait de Van Gogh par Gauguin. Donc, il est comme un fou. Et puis, il travaille sur Francis Bacon. Francis Bacon qui a fait des toiles de Van Gogh, notamment celle-là. Il a peint Van Gogh. Et vous voyez, le bandage de l'oreille coupée ressemble quand même vraiment à la couenne qu'on a sur le jambon. Je ne sais pas si vous partagez mon délire ou le délire de mon personnage. On a l'historien d'art qui nous parle. Oui, mais oui, tu as raison, oui. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Là, c'est il y a quelque chose. Là, et tout le monde s'en fout. Moi, je pensais qu'on allait m'inviter à la grande librairie pour parler de ça. Que dalle, rien. Tout le monde s'en fout. Alors que j'ai découvert. Alors, on est deux en plus. Il y a mon personnage et moi. On a découvert un truc de maboule. Mais tout le monde s'en fout, hein, je vous le dis. Hein. Et donc, ça, c'est dans mon roman. Moi, je pensais que tout le monde allait parler de mon roman. On allait dire, mais le mec, il a trouvé un truc, mais de dingue. Alors voilà, donc voilà, je vous montre ça. Et surtout, le pire, c'est que le type qui a peint cette toile s'appelle Bacon. Bacon, le jambon. T'aimes bien un peu les livres de baston, hein, parce que dans celui-là, là, dans 37 étoiles filantes, c'était quand même Giacometti et Sartre. Voilà, hein, il y avait quand même une histoire de... T'aimes bien hein, les règlements de compte. Ouais, là, c'était plutôt Giacometti, c'était drôle. Ouais. Mais en fait, les toiles, vous voyez, sont merveilleuses. Hein. Les toiles que Bacon a fait sur Van Gogh, c'est prodigieux. Et non, c'est prodigieux. Mais surtout, là, c'est lui, Francis Bacon. Surtout, vous voyez, en fait, Bacon, regardez ça, c'est une crucifixion de Cimabue qui peint, et c'est comme un jambon déjà. Et il y a surtout l'aplat de couleur. On retrouve cet aplat, on le retrouve déjà chez Gauguin. Vous voyez l'aplat de couleur en fond. Ok. Non, personne. Le mec est content d'avoir trouvé un truc et qui voit. Là, alors là, vous savez ce que je viens de vivre. Je viens de vivre quand j'étais adolescent et quand j'essayais de raconter un truc aux filles et qu'elles étaient là. Okay. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ok. Non, mais là, on a la construit l'image. Je viens de revivre ça. Je vais me consoler avec la reine d'Angleterre. Donc, comment s'appelle le livre, Nathalie? Parce qu'on est partenaire quand même avec la Ligue du Québec. Ah oui, Paris. Trop bien. J'adore. Et on découvre dans cette émission des auteurs québécois. Et il y en a un qui a écrit un livre. Larry Tremblay. Larry Tremblay. Voilà, son dernier livre, je ne l'ai plus. Et c'est sur Bacon et sur une histoire d'amour qu'il a vécue voilà, avec un de ses modèles. Il est comme Picasso, Francis. Il peint, l'amour l'inspire. Hein. Je vais vous le montrer, le livre de Larry Tremblay, à un moment. On a eu plein de partenaires magnifiques. On est toujours partenaire avec lecteur.com, la Fondation Orange, qui est depuis quasiment le début de nos rencontres à nos côtés. Et c'est très bien, parce que c'est un très beau site que je vous conseille d'aller voir. Je voulais trouver un livre québécois que j'adore, mais je ne l'ai pas, je le vois. Et pour ceux qui n'ont jamais lu Jérôme, il est en format poche chez Pocket aussi. Pocket qui a fait des rencontres avec nous. Donc vous pouvez découvrir l'écriture de Jérôme en Pocket. Attends, j'arrive, je vais te les montrer les Pocket. Il y en avait aussi qui était drôle, c'était l'histoire de France racontée aux extraterrestres. Ça, c'était mais ouais, il a des bonnes idées parce que celui-là, Presque la mer, c'est pour parler du désert médical. En fait, on fait croire à un jeune docteur que le village qui s'appelle Patlam, d'ailleurs, je crois que je l'avais appelé comme ça, est au bord de la mer alors que pas du tout. Donc pour le problème du et puis les habitants se mettent en maillot de bain pour faire croire qu'il y a la mer. Pour faire croire que voilà, donc c'est super. Et mais je devrais qu'il sorte en Pocket celui-là, mais j'ai rendez-vous avec Pocket là bientôt. C'est pas mal. Oui, mais celui-là aussi. Jaune, parce que moi j'ai connu le petit caddie de Jérôme. Jérôme, là le héros il a décidé, qui s'appelle Jérôme, a décidé de déménager mais en face de chez lui. Oui. En fait, ça c'est encore grâce à Stéphane Million. Voilà. Stéphane, je déménageais de la rue d'Auteuil à la rue Michel-Ange à Paris. Et moi, comme j'ai pas d'amis, donc je savais pas qui appeler pour m'aider à déménager. Et j'ai déménagé tout seul avec un petit caddie. Et j'ai fait je sais pas combien d'allers-retours. Et Stéphane me dit mais tu devrais en faire un roman, c'est trop bien. Et c'est David Fuenquinos qui m'a trouvé le titre, Le voyage près de chez moi, que j'adore. Je trouve que c'est un des seuls titres que j'ai pas trouvé.
et que j'adore. Oh, c'était bien. Là, c'est l'histoire d'un flic qui bloquait dans les années non, c'est c'est quoi, c'est Stéphane. Non, c'est Stéphane Caglia. C'est il un bloquait dans les policier. années 80. Alors, c'est pas ça, c'est qu'il trouve que c'est les meilleures années du monde. Et il trouve que aujourd'hui, tout est vulgaire, tout est violent, les gens sont dingues. Et quand il est sur une scène de crime, c'est tellement atroce qu'il s'enferme dans sa voiture et il se récite comme un mantra tout le générique de Michel Drucker des années 80 de Champs-Élysées. Il n'y a que toi pour dire des choses pareilles quand même. Oui, alors regarde, je t'ai amené les... Donc, tu vois, voilà. alors, le premier qui est sorti en pocket, c'est Pagaille Monstre. C'est une histoire d'amour dont vous êtes le héros. J'ai adapté le code des livres dont vous êtes le héros pour adolescents à une histoire d'amour. Donc, soit tu vas voir ton ex, tu vas à tel paragraphe, soit tu suis l'inconnu dans la soirée. Voilà. Et donc, il y avait la version garçon et la version fille. Malheureusement, c'était épuisé. Donc, voilà. Oui, la version fille s'appelle comment? Folie furieuse. Ben oui, évidemment. Ah ouais, quand même. Ah oui. Parce que c'est quand même plus compliqué pour une fille de trouver chaussure à son pied, j'ai l'impression. Enfin, c'était un peu la théorie de ce livre. Tu vois, elle est plus dans le combat. Elle tombe un peu sur tous les relous de la Terre et elle est vraiment dans le combat. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Voilà, vous pouvez vous plaindre. Ensuite, il y a eu... Oui, parce que moi, je croyais que j'étais comme Flaubert. Quand j'avais un livre en poche, c'était pour toujours. Mais non. Parfois, ça disparaît. L'histoire de France racontée aux extraterrestres. Voilà, ça, c'est génial. Tu m'entends, Yvon? Si tu m'entends, tu peux être comme Flaubert, mais il faut être mort. Ah oui, mais non, mais j'ai encore des choses à faire. Non, tu n'es pas candidat, en fait. Non. C'est un libraire qui m'a dit ça. C'est une bonne idée d'être mort pour un auteur. Ok. D'être américain, c'est bien aussi. Tu mets traduit de l'américain par Frédéric Deguel, tu vois, tu mets un truc sympa comme ça. Oui, personne ne va y croire, hein, si c'est traduit par moi. Donc voilà, donc on a l'histoire de France racontée aux extraterrestres. Et ensuite, on a Aide-moi si tu peux, que tu as montré, qui est sorti avec une couve assez jolie. Ils ont fait une couve assez jolie avec les Beatles, tu vois. Ensuite, nous avons Les Jonquilles de Green Park. Ouais. dont Isabelle a parlé tout à l'heure. Je fais beaucoup de collèges avec ce livre parce que le héros a 13 ans et les collégiens l'aiment beaucoup. Et moi, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, il y a quoi? Il y a L'Appel de Portobello Road. Oui. Alors là, il est différent. Hop. Ah oui, alors je préfère la couverture que tu as, mais bon. Elle fait plus comics. Ouais, alors ça, c'est le livre que personne n'a aimé, mais en fait, il est sorti pendant les élections, les dernières, il y a 5 ans. Hein. Donc, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Et donc, c'est un livre un peu incompris, mais c'est très poétique. C'est bizarre. C'est un livre bizarre. Oui, mais en fait, moi, j'ai tendance, malheureusement, à moins l'aimer. Je ne sais pas si tu es comme moi, Frédéric, parce que c'est le livre qui a le moins marché. Et bêtement, j'ai tendance à moins l'aimer parce que c'est celui qui a moins marché. Alors, c'est un peu stupide. Ah non, alors c'est l'inverse. Ça doit être parce que je suis une mère. Ceux qui marchent le moins, je les aime plus. Ah, c'est beau, c'est beau. Tu as plus de bon sens et de bonté que moi, sans doute. Non, c'est très beau. Et moi, alors voilà, moi je t'ai amené ça, regarde. Celui de Larry Tremblay c'est ça, tableau final. Oui, alors figure-toi que je l'ai vu et que j'adore le titre. Tableau final de Labour, je trouve que c'est un très très beau titre. Et le livre est magnifique. Ah, très bien. Voilà. On les remettra, tous ces livres. Tu pourras peut-être le croiser, Jérôme, parce que Larry Tremblay sera au Festival de Paris, comme Jérôme sera au Festival de Paris. Alors, on rappelle qu'il fait un tour. Oui, je le croiserai sans trembler. Mais tu seras le 23, donc le 23, c'est le samedi au stand Robert Laffont de 12h à 14h et de 18h à 19h, je te le rappelle. Oui. T'as oublié. Oui. Voilà. Et à 19h, j'ai une rencontre sur. Oui. Mais tu seras à Limoges aussi. Oui. Moi aussi, en fait. Moi aussi, je serai à Limoges. Si vous voulez venir me voir. Ok, trop bien. Et Genève, peut-être, au Festival du Livre de Genève aussi. Okay. Oui. Ben voilà. Et donc, il y a celui-là qui a bien marché. Ouais. C'est de la fight entre Giacometti et Sartre. Ouais. Et puis La Petite sonneuse de cloche, qui est le dernier en pocket. Ils ont repris le même. Oui, tant mieux. En fait, j'adorais. Moi, c'est une image de New Yorker et c'était mon image de travail. Je suis fan de cette image, je trouve d'une beauté. Et heureusement, Robert Laffont a réussi à avoir les droits pour la mettre sur le livre. Donc, c'est trop chouette. Bon, voilà. Et donc, le prochain, on imagine que ça va être celui-là qui va sortir. Oui, j'aimerais bien garder aussi la couverture que j'adore. J'adore la fille là qui est dessus. Je trouve que... Alors, Claude nous demande si tu seras au Forum du Livre à Saint-Louis, en Alsace. Mais non. Mais comment ça? Ils ne m'ont pas invité. Jérôme, c'est le champion du monde du salon, pourtant. Oui. Alors, en plus, il y a quand même, pendant le Forum de Saint-Louis, il y a quelque chose, non? Il n'y a pas un autre salon? Non, je suis peut-être ailleurs.
Ouais, c'est ça. Non, j'ai vraiment beaucoup de... Enfin, c'est très fatigant, mais depuis 10 ans, en fait, je suis sur les routes tout le temps. Ouais. J'ai jamais autant voyagé depuis que j'écris. Mais j'adore ça, parce que à la fois, j'adore le contact avec les lectrices et les lecteurs, c'est super. Et puis, il y a une fidélité, c'est super de revoir des gens qui ont aimé un livre et qui viennent prendre le suivant. Et puis j'aime aussi retrouver des autrices et des auteurs que j'adore, et puis les libraires. Donc, Est-ce que tu c'est vas en vraiment... Alsace alors, à part le Forum de Saint-Louis? Non, je vais pas en Alsace, pas encore. J'étais à Metz le week-end dernier, là, c'était super, en Alors, Lorraine. Morges, peut-être. Est-ce Mais que tu non, je seras sais à pas. Morges? Non. Mais que se passe-t-il? Mais Bah alors? par contre, je serais à Quiberon, je serais à Vannes, je serais. Ah. Oui, mais Euh, j'ai l'impression que les lecteurs sont de l'autre côté. Ouais. ah, zut. Je serais peut-être à Nancy, j'espère être à Nancy. Ouais. Il y a Non, non. Saumur, Saumur, ça y est. Saumur. Alors, Ouais, voilà. Saumur, mais c'est mes 2 salons, mes 2 festivals. Je préfère dire festival que salon. Ouais. C'est les 2 festivals qui m'ont accueilli avec fidélité depuis 2007 tous les ans. J'y vais tous les ans, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Saint-Maur-en-Poche et Saumur. Voilà, ils ont une fidélité à mon travail qui est exceptionnelle, je les adore, et malheureusement, cette année, c'est en même temps. Donc, c'est Le Bougeot, une non? tristesse. Ben, je serai le samedi à Saint-Maur et le dimanche à Saumur. Alors, on nous C'est très demande musical à dire en Taloir. plus. Le samedi à Et Saint-Maur, le dimanche Taloir. à Saumur. Est-ce que tu seras à Taloir? Ben, si on m'invite, oui, j'étais là l'année dernière avec Fred Bernard. Nous avons, pour Alcy, on a fait des animations avec les enfants, c'était super. Puis après, on a dédicacé à tour de bras et c'était vraiment chouette. Bon, c'est pas Il y a prévu cette il y a un année. petit commentaire, je vais le lire. Alors, j'ai pas le nom parce que c'est un pseudo, qui trouve l'humour de Jérôme irrésistible. Mais Oh, merci. tout le monde. Et d'ailleurs, Thank you. allez à la rencontre de Jérôme, c'est quand il fait des dédicaces, quand il fait des signatures. Alors, il a toujours des petits stickers, il fait des dessins, c'est toujours très. Voilà. Il aime bien J'aime que les petits- livres soient mignons. Oui. Oui. Et originaux pour chacun. Oui. Pas les mêmes signatures, c'est pas les mêmes choses. Bon, ça c'est compliqué parce que, en tout cas, non, dans les mots c'est compliqué, mais j'essaye de. En plus, c'est compliqué parce que tu as envie de parler aux personnes qui sont là, en même temps, tu dois dédicacer. Parfois, je suis en train de parler à la personne, j'écris n'importe quoi. Et alors, est-ce que je fais pour là, j'ai les amours égoïstes, par contre, je fais un poème. Je ne sais pas si vous savez ça. J'ai écrit un long poème et je mets des strophes dans chaque dédicace. Alors, moi, je me plains parce que je ne l'ai pas eu la strophe. Hein. Eh bien, quand on se verra, je te mettrai une strophe. Mais j'espère Et bien. donc, Ben non, mais c'est parce qu'il est devenu égoïste avec ce livre et moi non plus, je ne l'ai pas reçu. Ah, mais moi, je et, l'ai. Je l'ai. et alors, non, mais moi, je suis désespéré parce que là, j'ai des copines qui m'envoient leurs livres et moi et chez Robert Laffont, avec la crise du papier, là, j'ai pas pu envoyer beaucoup de livres. C'est toujours Ah très oui, compliqué. c'est une chose que peut-être vous ne savez pas, mais il faut qu'on vous le dise. Il y a une crise dans le papier. Mais et oui. Les Chinois ont acheté nos stocks, mais ne vendent pas les leurs. Et pareil pour les Américains. Et donc, on va être obligé de reprendre nos livres anciens, les recycler et réimprimer nos livres anciens sur nos Sur des livres nouveaux papyrus. plutôt, sur des papiers d'anciens. Voilà. Ok. Et encore, moi, j'ai eu de la chance que Robert Laffont avait prévu le coup, donc ils avaient fait un peu de stock pour les livres de la rentrée. Donc c'était chouette. Mais là, là, c'est compliqué. Hein. Un jour, on te dira, vous avez vos 2 premiers livres, et tu diras, ben non, en fait, on a imprimé dessus les 2 derniers. Ok. Ouais. Bon, il nous reste 4 minutes, les enfants. Ah bon, déjà oui, le temps passe si vite avec vous. Avant en de bonne laisser compagnie. le mot de la fin à Jérôme, je veux dire qu'on va se retrouver demain à 19h où on reçoit les finalistes du 3e prix BD lecteur.com. Donc, ils seront 5 ou 6, voilà. Ça sera à 19h. Mais Jérôme, alors on va remontrer allez en librairie, allez au Festival de Paris, allez à Limoges, allez voir surtout jérôme-attal.net. Vous avez tout. Il est très beau ton site. Il est très esthétique, il est très beau. Non mais oui, puis achetez-le surtout parce que ça fait plaisir si vous achetez du Victor Hugo par exemple, ça fait plaisir à personne. Mais si vous achetez ce livre-là, ça me fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir à Jérôme à l'acheter. Ou même Fitzgerald que j'adore. Vous achetez Gatsby le Magnifique, ça fait pas plaisir à quelqu'un que vous connaissez. Si vous achetez ce livre, ça me fait plaisir. Sachez-le. Voilà. En tout cas, on te remercie d'avoir été à nos côtés pour ces 2 ans. C'était un grand bonheur.
Je peux vous montrer mes coups de cœur ou pas? Oui, Mon coup de cœur. En jeunesse, j'avais un coup de cœur trop bien que je vous avais amené. Tu vois, il a travelling, Jérôme, lui. Oui, exactement, tu vois, c'est The Blue House. J'adore ce livre. Il est traduit en français. C'est là que ça s'appelle La Maison Bleue, je pense. Vous voyez ma connaissance de l'anglais qui est assez phénoménale. Et c'est un livre jeunesse, c'est un album. Il y a très peu de pages. C'est une petite fille qui vit avec son papa. Et j'aime bien parce qu'on n'explique pas pourquoi. Elle vit avec son papa, dans une famille monoparentale. J'aime bien parfois les choses comme ça. Et ils habitent une grande maison bleue qui est très, très belle. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a du chantier, il y a des gens qui viennent détruire et ils vont devoir quitter la maison. Et la fin est très poétique et très belle. Et je vous conseille vraiment ce livre, c'est mon coup de cœur jeunesse. Et aussi, je voulais vous parler de Tove Jansson, que j'adore. Tove Jansson, celle qui a fait les Moomins. Vous connaissez les Moomins? Oui, moi je connais. C'est comme les Schtroumpfs, mais en Finlande un peu. Il faut que tu nous donnes vite ton deuxième coup de cœur, parce qu'on va être coupé par la émission. Ah mais non, je croyais qu'on commençait cette émission. Non, donc voilà, bah oui. Donc c'est les aventures d'Alice. Hein. Alice in Wonderland, elle est là. Et donc Tove Jansson, elle a illustré Alice. Et c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Je remettrai les références. Voilà. Et sinon, lisez Fred Bernard aussi, hein, avec qui je travaille, parce qu'il a fait son jardin là. C'est très beau. Pendant 1 an, il a dessiné son jardin. Ça s'appelle Carnet je sais pas quoi, je sais plus quel est le titre, mais c'est très beau. Vous le trouverez. On trouvera. On t'embrasse, Jérôme. Merci beaucoup. Mais moi aussi, c'est passé très vite. J'ai l'impression qu'on s'est rien dit. Encore un grand merci à la librairie La Page à Londres et à la librairie Tourset au Mans, qui étaient nos 2 librairies partenaires. Et un grand merci à Isabelle d'être venue faire un petit coucou. Et j'espère que tu iras à Londres et que vous prendrez une photo et que vous m'enverrez.